Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo où je vais vous expliquer pourquoi je n'aime pas les romances de Rainbow Rowell. Je tiens à dire dès le départ que cette vidéo ne concernera que mon avis de lectrice et que mes opinions et que mes impressions de lectrice. Si vous aimez la globalité des livres de Rainbow Rowell, ne prenez pas cette vidéo comme une attaque, c'est juste pour traiter d'un sujet qui me tient à cœur et pour m'exprimer sur quelque chose qui me tient à cœur. Puisque si vous me suivez depuis un moment, vous savez que Rainbow Rowell a une petite place assez importante dans ma vie de lectrice, puisque au niveau des romans, alors je ne parle pas du roman qui va sortir bientôt en anglais ou en VO, ou de tout ce qu'elle a fait à côté, je parle vraiment des romans qui sont sortis en France, je les ai tous lus. Ce qui est assez rare pour le souligner, c'est que j'ai tellement aimé les premiers livres que j'ai lus de Rainbow Rowell que je me suis pas obligée, mais j'ai eu envie de lire toute sa bibliographie, ce qui est assez rare puisque même de J.K. Rowling, je n'ai pas tout lu. J'avais commencé par lire Rainbow Rowell avec le fameux Eleanor and Park, voilà, puisque c'était le gros succès sur Booktube au moment où il est sorti, et ce livre m'a carrément sorti d'une énorme panne de lecture, si je puis dire, puisque la lecture n'était absolument plus ma priorité à l'époque, et ce livre m'a donné envie de me relancer dans la lecture. J'ai ensuite lu Fangirl, que j'avais adoré, voilà, que j'adore toujours autant d'ailleurs, puisque c'est un livre vraiment qui m'a énormément touchée, les personnages m'ont énormément touchée, les thématiques m'ont énormément touchée. Je me suis assez attachée au personnage de Kat, puisque je me retrouvais certainement un petit peu en elle, donc j'avais vraiment beaucoup aimé Fangirl. Ensuite, j'ai lu Carry On. Carry On, là, ça a commencé à être un petit peu compliqué, puisque, je vous l'avais dit dans ma vidéo avis sur Carry On, j'ai trouvé que le début... moi j'avais galéré au début puisque j'ai eu l'impression de prendre une saga comme Harry Potter en cours de route, c'est-à-dire de lire le 7e livre alors que je n'avais lu aucun livre auparavant, ce qui fait que j'étais un petit peu perdue avec les termes, avec les créatures, j'étais un petit peu perdue au début. Finalement ça a été une plutôt bonne lecture et surtout au niveau de la romance, voilà, ça change de voir ce genre de romance dans les romans young adultes, donc j'avais finalement assez bien aimé, mais comme vous avez pu le constater dans ma vidéo Unho, j'ai fini par le donner puisque tout compte fait, enfin j'avais passé un bon moment, mais pas suffisamment pour que j'ai envie de le garder ad vitam aeternam. Donc avec moi, Rainbow Rowell, le young adulte, ça marche assez bien. Tous les livres que j'ai lus, donc Eleanor and Park, Carry On et Fangirl, sont 3 livres de young adulte et en général, ça marche plutôt bien comme vous pouvez le constater. Mais puisque pour l'instant, elle n'a sorti que 3 livres young adultes, je me suis dit, pourquoi pas me tourner vers ses romances adultes. Et c'est là que ça commence à pêcher. Je vous avais déjà fait une vidéo sur À un fil, je ne me souviens pas exactement de ce que j'ai pu dire dans la vidéo, je n'ai pas eu le temps de la visionner depuis, mais de ce que je me souviens, ça a été une plutôt bonne lecture, vraiment lecture, je crois que je l'avais lu pour le Cold Winter Challenge d'ailleurs, puisque ça se passait pendant la période de Noël. C'est une plutôt bonne lecture, c'est un plutôt bon divertissement, malgré quelques moments de longueur que j'avais soulignés à partir de la deuxième moitié du roman, et surtout ce qui m'avait dérangé c'était le traitement du personnage de Georgie. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails de À un fil puisque je l'ai déjà fait dans une autre vidéo, mais pour résumer, je trouvais que le personnage de Georgie était traité d'une manière à la faire culpabiliser de ce qui se passe dans son couple. Georgie est une personne carriériste, donc qui met sa carrière avant même sa famille, puisque elle décide de rester pendant les fêtes de Noël alors que c'était prévu qu'ils aillent dans la famille de... je crois que c'est la famille non, c'était pas la famille de Georgie, c'était la famille de son mari. Donc pour les fêtes de Noël, ils avaient prévu ça de longue date et finalement, elle a décidé de rester pour travailler à la place de fêter les fêtes. Ce qui, c'est normal d'avoir un petit peu de ressentiment, etc. de la part du mari. Mais j'ai trouvé que le personnage de Georgie était culpabilisé, mais tout au long du roman, on la montrait du doigt, on la pointait du doigt en disant que c'était de sa faute si son couple battait de l'aile, qu'elle ne pouvait s'en prendre qu'à elle-même si son couple se brise, alors que, je suis désolée, mais dans cette situation, le mari a aussi pas mal de torts, comme par exemple de réagir comme un enfant quand il est pas content, hein, au lieu d'aller voir Georgie et de lui dire écoute, on va poser les choses sur la table, je vais te dire ce que je ressens, parce que voilà, au bout d'un moment, j'ai envie que ça marche, t'as aussi envie que ça marche puisque tu nous aimes, voilà, il faut mettre les cartes sur table et balancer tout ce qu'on a sur le cœur. En fait, Georgie est une femme qui adore sa famille, voilà, qui aime sa famille, qui aime ses enfants, qui aime son mari, voilà, c'est évident qu'elle les aime. Mais on va pointer du doigt le fait qu'elle mette en avant sa carrière et qu'elle ait envie de faire quelque chose
qu'elle ait envie de faire professionnellement parlant, et on va la faire culpabiliser pour ça. Et quand je dis culpabiliser, c'est vraiment que toutes les personnes de sa famille, enfin de ce que je me souviens, toutes les personnes de sa famille va plus ou moins souligner que c'est un peu de sa faute quand même s'ils sont tous partis sans elle. C'est un traitement de personnage que je n'ai pas du tout aimé, voilà, c'est un procédé que je n'ai absolument pas aimé puisque on peut traiter d'un personnage carriériste sans tomber dans la culpabilisation du « ouais mais tu fais passer ta carrière avant ta famille ». Je vais prendre l'exemple de Sarah dans La Tresse, qui est du coup un personnage dont j'avais très peur du traitement puisque je l'ai lu quelques mois après à un fil et quand je me suis rendu compte que Sarah était carriériste, j'avais très peur que le traitement soit le même que pour Georgie et pas du tout. Pas du tout. Sarah est une personne carriériste dans le sens où elle met son métier d'avocate avant sa famille, mais elle assume ce choix, il n'y a personne pour venir la culpabiliser, c'est juste, c'est un fait, voilà, elle est carriériste, elle préfère faire ce qu'elle veut professionnellement parlant et profiter des rares moments qu'elle a avec sa famille, les vrais moments qu'elle a avec sa famille. Elle assume ses choix, mais on ne va pas dire que c'est clairement de sa faute si il lui arrive ce qui lui arrive dans le roman. Et heureusement qu'on n'a pas mis ça en avant parce que sinon, bah je pense que ça aurait été encore pire que Georgie. Pour ce qui est d'un fil, je ne vais pas rentrer plus dans les détails puisque, comme dit, je l'ai déjà traité en vidéo et je n'ai pas envie de me répéter même si cette vidéo date d'il y a un an. Donc c'est un roman qui, globalement, est un bon divertissement mais qui m'a quand même énervé sur pas mal de points. Et en ce qui concerne Attachement, je vous avais dit que c'était... Il faisait partie de ma vidéo, oui, je crois qu'il faisait partie de ma vidéo bilan de 2018. Je vous disais que c'était une des pires lectures que j'ai eues pendant l'année 2018. Bah en fait, c'est la même déception de me dire que je ne vais pas aimer un Rainbow Rowell, mais c'est sur d'autres thèmes et d'autres sujets qui m'ont énormément dérangée. Dans Attachement, vous allez rencontrer le personnage de Lincoln, qui est un jeune homme qui approche de la trentaine et qui est à un tournant de sa vie où il ne sait pas spécifiquement ce qu'il veut faire de sa vie. Il est retourné vivre chez sa mère puisque il vient tout juste de quitter ses études, si je ne me trompe pas, et il vient tout juste de trouver un travail et ça ne lui permet pas de prendre un appartement tout de suite. Et son nouveau travail, c'est tout simplement d'être informaticien dans un journal local. Quand je dis informaticien, c'est plus dans le sens où il sait s'occuper des ordinateurs et de l'informatique, mais c'est surtout pour surveiller les mails que peuvent s'échanger les journalistes entre eux, enfin en tout cas les employés du journal entre eux, puisque Internet vient tout juste d'arriver et les patrons se disent plus ou moins à tort que les employés vont peut-être utiliser Internet pas forcément pour faire leurs recherches et donc leur travail, mais plus pour s'échanger des mails plus perso entre eux. Et ils ont plus ou moins tort puisqu'il y a deux personnes qui vont utiliser les mails pour avoir des conversations privées. Ce sont Jennifer et Beth qui vont utiliser les mails pour communiquer entre elles quand elles sont sur leur lieu de travail. Au début, Lincoln se demande si il va leur donner un avertissement puisque techniquement c'est son travail de donner un avertissement aux personnes qui n'utilisent pas Internet pour travailler au sein des locaux. Mais tout compte fait, il va petit à petit se prendre au jeu et lire des conversations au fur et à mesure, et il va finir par tomber amoureux de l'une d'elles et beaucoup s'attacher en fait aux deux personnes qu'il va connaître du coup par mail, mais elles du coup ne le connaissent pas puisque c'est un peu un employé de l'ombre. Globalement, c'est une lecture divertissante, voilà, c'est une lecture divertissante que je lisais quand j'avais pas envie de réfléchir. Cependant, je noterai quand même que la fin a été bâclée et presque surréaliste, hein, à l'extrême limite du surréalisme, parce que les réactions des personnages, je me suis dit, mais à quel moment tu réagis comme ça, hein? J'en reviendrai peut-être un peu plus tard sur la fin. J'ai apprécié les personnages, j'ai apprécié l'évolution du personnage de Lincoln, puisqu'on voit toute l'histoire de son point de vue, mis à part quand on lit les mails de Beth et Jennifer. Et du coup on va commencer par lui, hein. On va commencer par Lincoln, puisqu'il représente un schéma littéraire qui me fatigue. Quand je le retrouve c'est souvent dans les livres young adultes que je le retrouve, et quand je le vois, je suis fatiguée d'avance. C'est le personnage principal est une bombe atomique, mais il ne s'en rend pas compte. Ça, on le voit souvent plus généralement sur les personnages féminins, c'est-à-dire que on va avoir un personnage principal féminin où elle ne se rend pas compte qu'elle est jolie. Et en fait, tous les mecs autour d'elle, que ce soit son meilleur ami, le bad boy de l'école, l'intello du fond de la classe, tous les gars de la classe, tous les gars du monde même,
sont amoureux d'elle. Tous, même ceux qui la connaissent pas. C'est clair et net. Elle est tellement jolie, c'est tellement la plus belle fille du monde que tout le monde est à ses pieds, sauf que elle ne s'en rend pas compte. Parce que ce n'est pas une fille narcissique. Ce n'est pas une fille qui se dit je suis jolie. Non, c'est une fille qui se trouve moche alors que c'est une bombe atomique. Lincoln, c'est exactement ça. Moi, je le voyais, vu qu'on est de son point de vue, moi, je le voyais comme un type lambda, en fait. Je le voyais comme un petit nerd, comme un petit gars au look geek quand il va jouer à Donjons et Dragons avec ses copains le vendredi soir. Et on se rend compte, au bout d'un moment, qu'en fait, il ne ressemble pas à n'importe qui. Il ressemble à Harrison Ford. Ce qui, à la fin des années 90, je ne me souviens plus exactement, mais c'est un peu le canon de beauté, hein, à la fin des années 90, surtout aux États-Unis, je suppose, puisqu'il y a Star Wars, tout ça, machin. Donc, le gars que je pensais être un gars lambda, finalement, il est pas si lambda que ça. Il est même plutôt beau gosse, et il ne s'en rend pas compte, et toutes les filles, que ce soit les filles du bureau, que ce soit sa coach sportive, que ce soit ses potes, elles sont toutes en admiration devant lui, en mode « Oh, mais il est trop beau gosse !» Et ça, en fait, c'est un procédé qui me fatigue, parce que je trouve pas que ce soit un développement de personnage intéressant, en fait. Bon, dans les livres young adultes, en général, quand la fille est justement dans dans ce schéma du « je suis une bombe atomique, mais je ne m'en rends pas compte », en général, elle tombe amoureuse du bad boy. Heureusement, ce n'est pas le cas pour Jennifer et Bess, elles ne correspondent pas au stéréotype du bad boy. Mais il y a un personnage qui m'a énormément dérangée, et c'est le personnage de Jennifer. Alors, je vais mettre un gros point spoiler, puisque pour vous expliquer pourquoi le personnage de Jennifer m'a dérangée, je suis obligée de faire... je suis obligée de spoiler. Voilà, je suis obligée de rentrer dans les détails, et je vais carrément même lire un extrait du livre que j'ai retranscrit sur mon téléphone. Donc, si vous voulez pas être spoilé, je vous invite à aller à ce temps de la vidéo où vous aurez accès à ma conclusion. Alors, Jennifer est un personnage que, au début, j'aimais bien. Enfin, les deux personnages, Bess et Jennifer, je les aimais bien. Voilà, c'est des filles lambda, on les connaît que par mail. Elles ont toutes les deux des situations compliquées au niveau de leur couple. Mais c'est le personnage de Jennifer qui m'a dérangée, puisque Jennifer, en fait, est décrite comme une personne qui ne veut pas avoir d'enfant. Voilà, elle s'estime bien dans son couple, suffisamment bien pour ne pas souhaiter avoir d'enfant, pour faire évoluer son couple. Le seul problème, c'est que son compagnon en veut un. Et elle est vraiment réfractaire à l'idée, puisque, je sais plus si c'est Bess ou si c'est Jennifer, mais dès le début du roman, il y en a une des deux qui pense qu'elle est enceinte, et elle commence à paniquer de ouf, parce qu'elle se dit « Mon Dieu, je suis peut-être enceinte, je ne veux pas être enceinte ». Et il me semble que du coup, c'est Jennifer. Au fur et à mesure du roman, le personnage de Jennifer va commencer à évoluer par rapport à la question, mais vu que c'est un roman qui se passe... Je sais plus sur combien de temps il se déroule, mais j'ai eu l'impression que c'était assez rapide comme évolution. Jennifer va commencer à raconter à Bess qu'elle rentre régulièrement dans les magasins qui vendent des articles pour enfants, et qu'elle va commencer à acheter des vêtements. Voilà, donc ma foi, pourquoi pas, hein, si tu trouves que les vêtements pour enfants sont mignons, pourquoi pas. Et il y a un moment qui m'a vraiment dérangée. Voilà, c'est vraiment un moment qui m'a dérangée. En fait, Jennifer raconte à Bess qu'elle savait qu'elle était en période d'ovulation. Et elle décide de coucher avec son mec. Bon, très bien. Très bien. Tu sais que tu es en période d'ovulation, tu décides quand même de coucher avec ton mec, de toute façon tu fais ce que tu veux de ton corps, hein, on n'est personne pour te juger. Mais c'est le passage juste après qui me dérange, et là je vais vous le lire puisque, comme dit, en fait, j'ai lu ce passage, et je me suis tout de suite sentie obligée de le décrire et de le retranscrire directement à mon amie Nina, puisque c'est un passage qui m'a énormément dérangée, et ça a aussi énormément dérangé Nina, donc ça m'a rassurée dans le sens où je me suis dit bon bah c'est pas moi qui chipote pour rien. Donc là c'est un passage dans le mail de Jennifer à Bess qui raconte du coup sa soirée où elle a couché avec son mec sans protection en sachant qu'elle était en période d'ovulation. Je cite: mon mariage est la chose la plus importante de ma vie. Être heureuse dans mon couple, c'est ce que je désire le plus au monde. Plus qu'un bon boulot, une jolie maison, des pouces opposables, le droit de vote, vraiment tout. Si le fait de ne pas vouloir d'enfant détruit mon couple, j'aurai un enfant, j'en aurai 10, je ferai tout ce qu'il faudra. Alors.
Certainement que la plupart des lecteurs ont vu ce passage comme étant « Oh là là, elle décide de se remettre en question, elle décide de faire un enfant parce qu'elle veut garder son couple, c'est tellement mignon et tellement romantique !» Non. 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 Non, juste non. Ce discours me dérange, et sur plusieurs points. Pas forcément sur ce que je viens de vous lire, mais sur toute l'évolution du personnage de Bess, de Jennifer. Ça ne fait que montrer que, même si une femme dit qu'elle ne veut pas avoir d'enfant, qu'elle est vraiment pas faite pour être mère, qu'elle ne veut pas être maman, tout simplement, elle ne veut pas porter un enfant, bah en fait, si. En fait, inconsciemment, tu veux un enfant, mais tu le sais pas. Et même si tu dis que tu ne veux pas d'enfant, bah en fait, tu veux un enfant. C'est sûr et certain. Tu ne peux pas être une femme et ne pas vouloir d'enfant. Tu ne peux pas être une femme sur Terre et te dire que le seul rôle de ta vie, ça sera ta carrière, ça sera ta vie de couple, ça sera ta vie de famille, mais avec les autres membres de ta famille. Non, non, c'est forcément que si tu es une femme et que tu es sur Terre, tu dois forcément enfanter. Voilà, quel que soit... Parce que l'évolution du personnage de Jennifer, c'est quand même une femme qui dit dès le départ qu'elle ne veut pas d'enfants, et elle qualifie même les enfants comme des aliens. Et petit à petit, enfin moi j'ai eu l'impression que c'est arrivé très très vite, elle décide que finalement, pour sauver son couple, elle veut un enfant. Et au final, on va découvrir que finalement, le fait de vouloir un enfant, bah tout compte fait, elle est pas fermée à l'idée et que finalement elle veut un enfant. Ok, très bien, il y a des femmes qui, bah moi, typiquement, pour l'instant je ne veux pas d'enfant. Il y a plein de raisons qui font que je n'ai pas envie d'avoir d'enfant pour l'instant. Très bien, si ça se trouve dans 5 ans, je vais aller voir mon copain, je vais lui dire, bah écoute, j'ai bien envie d'avoir un enfant maintenant, est-ce que on commencerait pas à essayer d'avoir un enfant? Les choix de vie ne sont pas immuables, je suis bien d'accord avec ça, mais... c'est quand même hyper gros quand même. Genre la meuf, elle commence à se dire qu'elle voudrait un enfant parce qu'elle rentre dans un magasin et qu'elle se dit « Oh, les vêtements pour enfants, c'est quand même mignon !» Mais voilà, l'évolution du personnage de Jennifer, ça m'a donné cette impression-là, c'est que, quoi qu'une femme dise, elle va forcément avoir envie d'avoir un enfant, et l'histoire a prouvé que non, il y a des femmes qui n'ont pas eu d'enfants et qui ont quand même très bien vécu leur vie, et qui ont changé le monde sans pour autant avoir un enfant. Et ensuite, pour revenir sur le discours, sur le passage que je vous ai lu, c'est tout le côté, alors je pense que c'est parce que je lisais Beauté Fatale que ça m'a fait tiquer tout de suite, mais oui, parce que je lisais Beauté Fatale le matin et je lisais Attachement le soir, ce qui n'était peut-être pas forcément le meilleur duo, mais bon. Ce qui m'a dérangé, c'est le côté je préférerais tout pour garder mon couple, même avoir le droit de vote, même avoir des pouces opposés, enfin machin. Elle est prête à sacrifier tous ses droits pour juste garder son mec. Alors, là pareil, c'est un discours qui me dérange beaucoup puisque ça peut donner l'impression qu'une femme ne peut pas survivre sans l'amour d'un homme. Des couples qui se séparent parce qu'ils ne sont pas d'accord sur le fait d'avoir un enfant ou pas, ça existe. Et si vous n'êtes pas d'accord avec le fait de vouloir un enfant ou pas, tant pis en fait. C'est soit vous décidez quand même de rester ensemble en vous disant que peut-être l'autre va changer d'avis, ou alors vous décidez de vous séparer. Je sais que c'est très compliqué de dire ça, mais quand on arrive au point de dire que je renoncerai à tous mes droits, je ferai même un enfant même si je n'ai pas envie, pour garder mon mec, je trouve que c'est un discours hyper toxique. Elle est prête à se sacrifier, elle est prête à sacrifier ses droits, elle est prête à sacrifier sa volonté de ne pas vouloir d'enfant, juste pour garder son mec. Elle en ferait même 10 de ce qu'elle dit, elle en ferait même 10 pour le garder. Et c'est un discours qui me dérange beaucoup parce que ça peut sous-entendre qu'une femme ne peut pas vivre sans l'amour d'un homme. Or, il y a des femmes célibataires qui s'en sortent très bien, il y a des mères célibataires qui s'en sortent très bien, sans l'amour d'un homme, et pourtant on a cette impression là que une femme ne peut pas s'en sortir toute seule, émotionnellement parlant, alors que il y a des femmes qui s'en sortent émotionnellement parlant, il y a des femmes qui arrivent à vivre sans l'amour d'un homme. Je ne parle pas de la communauté LGBT, donc des personnes homosexuelles, mais je parle bien des personnes hétéro-cis, où il y a des femmes hétéro-cis qui vivent très bien en étant célibataires. Et pourtant, on va les pointer du doigt, et là je fais une petite référence à Sorcière, on va les pointer du doigt parce que justement elles ont décidé de vivre toutes seules en fait, sans être en couple avec un homme ou une femme, et on va les pointer du doigt alors que si ça se trouve, elles vivent très bien leur vie, et que une femme n'est pas née pour donner vie ou pour
finir en couple avec un mec. Si elle décide de devenir célibataire sans enfant, bah elle sera célibataire sans enfant. Enfin, voilà, c'est chacun sa vision de la vie. Et bah justement sur le fait de faire un enfant alors qu'on n'a pas envie juste pour garder son couple, comme dit, je ne veux pas d'enfant. Je n'ai jamais été dans cette situation, mais je suis pas hyper sûre que ce soit la meilleure des solutions. Alors, je ne dis pas, il y a des couples qui s'en sortent très bien alors que bah, ils ont décidé de faire un enfant pour sauver leur couple. Ça a pu marcher. Ça a très bien pu marcher. Il y a des couples pour qui ça a marché. Mais il y a également des couples pour lesquels soit les parents se sont séparés, soit bah l'enfant, il est arrivé malheur à l'enfant, en fait. Donc c'est un peu une chance sur deux. Donc je suis pas sûre que la meilleure des solutions soit se dire allez on va faire un enfant et puis on verra bien comment ça va se passer. Pour moi c'est la dernière des choses à faire, de se dire on va faire un enfant pour sauver notre couple. En fait ce qui me dérange dans ces livres, c'est que à mon sens, et je dis bien à mon sens, ce sont mes ressentis de lectrice, il y a des messages problématiques. Sauf que il n'y a pas ou trop peu de personnages qui viennent nuancer la chose. Pour le cas de Georgie, presque tous les membres de sa famille vont lui dire que c'est de sa faute. Voilà, tous les membres de sa famille vont lui dire, enfin c'est un peu de ta faute quand même, si c'est tu délaisses ton couple et tu délaisses ta famille, enfin il faut pas venir pleurer si tu estimes que ton couple bat de l'aile. C'est la même chose aussi pour le développement de Jennifer. J'ai pas eu l'impression que Bess ou qu'un autre personnage comme Lincoln se soit dit mais c'est quand même chose qu'elle pense, c'est quand même chose qu'elle fait. Il faudrait peut-être qu'elle y pense parce que enfin c'est quand même hyper chaud de penser ce genre de choses. Et puis je fais un mini point spoil pour parler vite fait de la fin. Là aussi c'est problématique. Enfin, le gars, Lincoln, a décidé de démissionner en laissant un mot à Bess en disant bah voilà, j'ai lu tous tes mails, je te connais presque de A à Z, toi tu ne me connais pas, tu ne m'as vu que physiquement, mais je connais tout de toi. La meuf, elle va quand même lui rouler une pelle quand ils vont se retrouver dans le cinéma. Et il y a aucun personnage qui va lui dire attends, c'est quand même un peu chaud, hein, c'est chaud comme situation, tu veux pas y penser avant d'aller lui rouler une galoche parce que c'est chaud quand même, hein, c'est une situation qui peut être un peu problématique. Moi personnellement à la place de Bess, j'aurais vu ce type comme un merveilleux psychopathe que comme l'homme de ma vie. Enfin voilà, après c'est ce que je disais, la fin est tellement bâclée que j'ai eu l'impression, enfin ils ont une mini explication juste après, mais j'étais en mode ouais mais meuf, c'est quand même un mec qui a lu tous tes mails. Tu veux pas... Je sais pas, tu penses que c'est sain comme relation, comme début de relation, que le mec il ait lu toute ta vie privée sans que tu le saches et lui il te connaissait alors que toi tu ne le connaissais pas? En fait je pars du principe que les auteurs et autrices sont libres de traiter de sujets ou de traiter de personnages problématiques. Mais il faut quand même apporter de la nuance avec des personnages autour qui vont nuancer le propos en disant ouais non mais c'est pas normal ce que tu penses, réfléchis-y quand même, il faut quand même, pour moi, si on veut traiter de sujets problématiques, il faut apporter de la nuance. Je pars du principe qu'on ne peut pas juste mettre un personnage problématique. Voilà, il faut quand même apporter de la nuance ou alors vraiment le traiter d'une manière à ce que l'auteur montre que c'est problématique. Les classiques par exemple ont mis beaucoup de personnages problématiques en avant, mais en les jugeant, en disant ok ce mec, je le mets comme personnage principal, mais c'est problématique. Il faut absolument pas suivre, il faut absolument pas suivre ses idées, parce que sinon on se retrouve comme sur la vidéo de Serial Bookeuse que je vous mettrai en barre d'infos où elle a parlé de 2 lectures populaires, de 2 romans de 2 auteurs populaires où il y a des passages, mais c'est hyper problématique. Il y a des passages racistes et il y a des passages sexistes, mais à un point où même moi j'étais choquée. Et vous savez que moi, parfois il en faut beaucoup pour me faire choquer, pour me choquer. Pour moi, il faut quand même apporter de la nuance. Et j'ai pas eu l'impression que à un fil et attachement et apporter la nuance nécessaire. Il y a des personnes qui vont dire, ce n'est que de la fiction, on n'a pas besoin de se prendre la tête comme ça. Ok, il y a des personnes qui arrivent à se dire, ok c'est de la fiction, ok ça va pas être retranscrit dans ma vie quotidienne. Mais il y a des livres qui tombent dans les mains d'ados, qui sont en pleine construction, ou alors de personnes qui n'arrivent pas forcément à faire la part des choses entre la fiction et la réalité. Et il y a des romans, pour moi,
il aurait fallu apporter de la nuance, parce que ça peut tomber entre les mains de personnes, comme dit, d'ados en pleine construction, ou de personnes qui n'arrivent pas à faire la part des choses, et ça peut être problématique parce que ça peut leur mettre des idées fausses dans la tête. Ça peut leur mettre des idées problématiques dans la tête, et bah là ça va se répercuter sur leur vie quotidienne. Il ne faut pas sous-estimer la représentation des minorités ou la représentation féminine dans la fiction, puisque ça peut avoir beaucoup de répercussions, et des répercussions plus ou moins sévères, à mon humble avis. En conclusion, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo ? Tout simplement parce que, comme je l'ai déjà dit dans l'introduction, ça me permettait de parler d'un sujet qui me tenait à cœur, de toute l'évolution en fait l'évolution de lectrice que j'ai eue avec Rainbow Rowell, puisque au début je l'adorais, et puis bah petit à petit, en fait je me dis surtout que je vais éviter les romances adultes de Rainbow Rowell et que je vais plutôt me tourner vers ses œuvres young adultes, et peut-être pas toutes non plus, puisque bah avec Carry On, voilà, j'avais pas passé un moment exceptionnel. Mais c'est aussi pour peut-être faire un parallèle rapide avec la vie de lectrice, puisque comme je viens de le préciser, mon évolution de lectrice, je le vois avec les lectures que je fais actuellement, et ça fait 2-3 ans maintenant, enfin même 1 ou 2 ans, où je choisis vraiment mes lectures assez bien, je trouve, puisque je n'ai... mon bilan de 2018 s'est résumé à 3 livres que je n'ai pas aimés. Et vraiment, il y a quelques années, c'était bien plus que ça, puisque je n'arrivais pas forcément à faire vraiment la part des choses. Maintenant, mes goûts de lectrice ont changé, mes envies de lectrice ont changé, et je n'ai... j'ai envie de lecture peut-être un peu plus engagée, de lecture un peu moins problématique, entre guillemets, même si je ne pense pas que Un fil et attachement soit problématique en soi. Il y a des passages des traitements de personnages, ou... des situations, des discours qui m'ont dérangé. Ce n'est pas tout le roman qui est problématique. Il y a quand même des passages assez mignons, assez sympas, et qui sont assez positifs. Mais il y a quand même des passages qui m'ont dérangé. Et je voulais aussi faire un point sur... c'est vrai qu'au début, je ne faisais pas forcément attention à ces messages, je ne faisais pas forcément attention à ce qui m'a fait tiquer sur Un fil et attachement, mais... effectivement, il y a des personnes qui vont simplement se dire « je vais lire un roman, je vais absolument pas porter d'attention dessus ». Très bien, c'est une méthode de lecture que je respecte totalement, puisque, Attachement, je l'ai lu spécifiquement pour ça. Je me suis dit, je vais le lire parce que je n'ai pas besoin de réfléchir. Mais maintenant, je trouve de plus en plus compliqué de me dire, je vais simplement lire un livre pour me vider la tête, ou alors ça va être vraiment... je vais avoir du mal quand même à me déconnecter à 100%, et quand il va y avoir des sujets problématiques qui vont me déranger, je vais tiquer dessus, et je vais tiquer sur des sujets qui m'auront peut-être pas fait tiquer sur des lectures que j'ai fait il y a 3 ans ou plus. Et je trouve ça important en fait, puisque nos envies de lecture changent, nos méthodes de lecture changent aussi, et je pense qu'il faut respecter un peu tout ça, parce que j'ai vu beaucoup de personnes, notamment sous la vidéo de Serial Bookeuse, qui disaient « Ah, mais beaucoup trop de bien-pensance, il faut pas se poser tant de questions que ça, il faut pas se prendre la tête comme ça, etc. » Mais, je sais pas, même moi, j'arriverai plus forcément à lire un livre juste pour lire un livre. Pour moi, c'est parce que j'aurais envie de suivre des personnages, j'aurais envie de m'attacher à des personnages, j'aurais envie d'aimer un livre, puisque quand je commence un livre, en général, je ne me dis pas « Ah, je vais lire ce livre » parce que je sais que je vais le détester. C'est bien pour ça que je n'ai pas lu 50 nuances de Grey ou After, parce que je sais pertinemment que je vais pas les aimer, que je vais pas passer un bon moment, ou que je vais pas passer un moment, que je vais passer un moment contrariant avec ces livres, donc je ne vais pas me tourner vers eux, en fait. C'est logique. De plus, cette vidéo n'a absolument pas pour vocation de vous dire « N'achetez absolument pas les livres de Rainbow Rowell, vous faites ce que vous voulez de votre temps et de votre argent, je ne suis pas votre maman ». Mais si ça peut permettre à des personnes qui auraient tiqué sur les mêmes choses que j'ai développées dans cette vidéo, d'éviter de lire ces livres tout simplement parce que ça aurait pu être des lectures contrariantes, voilà. Voici mon témoignage sur mes lectures un peu contrariantes de Rainbow Rowell. Et si vous avez envie d'en discuter en commentaire, n'hésitez pas. Si vous avez lu Un fil et que vous avez tiqué sur les mêmes choses, ou pas forcément sur les mêmes choses, ou si vous avez tout simplement pas tiqué sur les mêmes choses et que vous avez trouvé ces lectures formidables, n'hésitons pas à en discuter en commentaire, parce que je trouve ça hyper intéressant et hyper enrichissant de discuter avec des personnes qui sont pas forcément d'accord avec nous au niveau de la lecture. Et c'est ça qui est cool avec Internet et avec Booktube. Cette vidéo est maintenant terminée et j'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une très bonne journée et de très belles aventures au pays des pages.